Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition de l'année 2016 de notre synthèse hebdomadaire de l'actu IT et Télécom. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2016. Alors, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, comme d'habitude, en début d'année, on va faire la synthèse des événements marquants de l'année 2015. Et on va commencer par l'ordre du moins important au plus important, et on commence par la baisse de chiffre d'affaires constante, j'allais dire, d'IBM, qui est clairement un des événements de l'année 2015. Alors effectivement, IBM, pour son troisième trimestre 2015, a annoncé son 14e trimestre de baisse de chiffre d'affaires consécutif. Donc c'est le consécutif qui est très important. Ce qui fait que, en fait, donc 14 trimestres, ça veut dire qu'on approche les 4 années. Donc, on verra ce qui va se passer pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année. Donc, en gros, en termes de chiffre d'affaires, IBM est passé de 105-106 milliards de dollars à 80 milliards vraisemblablement cette année et en deçà sans doute. Donc c'est quand même une baisse qui est significative. Alors Ginni Rometty, qui est la patronne d'IBM depuis quelques années, en succession de Sam Palmisano, a l'air toujours très très optimiste et très très convaincante. Bon, évidemment, on se doute bien qu'en face de la caméra, elle va pas faire part de ses doutes, mais enfin néanmoins, elle a l'air très très sûre de son fait. Et donc l'idée, c'est que IBM a fait une séparation entre ce qu'ils appellent les initiatives stratégiques et puis le reste de l'activité. Et donc, ce qui rassure les responsables d'IBM, c'est que les initiatives stratégiques sont en pleine croissance, donc d'activité très dynamique. Et puis, en gros, pour le reste, on essaie de limiter la casse. Donc, si on regarde les chiffres du troisième trimestre, en fait, il y a évidemment l'effet dollar qui joue son rôle important. Si on corrige de l'effet dollar, on a une baisse de chiffre d'affaires de 1%, donc évidemment ça rétablit un petit peu la perspective. Bon, néanmoins, la tendance est là. Alors dans les initiatives stratégiques, on connaît, on sait ce qui motive, ce qui pousse IBM depuis quelques trimestres et depuis quelques années. Donc évidemment, il y a Watson, qui est une formidable aventure technologique, et pour l'instant n'a pas été traduit en termes de chiffre d'affaires, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a le cloud, donc IBM est un des 4 grands acteurs du cloud, donc en compagnie de Amazon, Google et Microsoft, mais très loin derrière Amazon. Il y a l'activité mobilité, qui est très très importante et pour laquelle IBM a signé un certain nombre d'accords, notamment avec Apple. D'ailleurs, on a présenté ces derniers temps le fait que IBM avait développé une centaine d'applications pour les entreprises. Donc tout ça fait que IBM se réinvente, et ce n'est pas la première fois, hein, il y a eu un certain nombre d'étapes de ce type dans l'histoire de la compagnie. Évidemment, baisse de chiffre d'affaires, baisse de l'action. L'action a perdu quasiment 35%, ce qui n'empêche pas Warren Buffett de dire toujours qu'il continue à investir dans IBM, mais bon, néanmoins, les faits sont là. Donc, je dirais qu'évidemment, on peut toujours dire qu'une année est une année charnière, mais enfin, en tout cas, 2016 nous donnera finalement le retour sur l'idée que est-ce que IBM est en train de réamorcer son retour, ou est-ce que IBM continue son lent déclin, descente aux enfers un petit peu après, mais enfin en tout cas lent déclin. On aura au premier trimestre, donc début janvier, première réponse, et puis tout au long de l'année, les résultats de cette interrogation. Alors quatrième événement marquant, pardon, la fin du cloud souverain à la française. Oui, alors ça, franchement, d'ailleurs, on en avait fait un des coups de gueule. Effectivement, c'est un épisode assez pitoyable. Donc, il y a eu déjà le cloud souverain. L'État, il y a quelques années, décide qu'il faut que la France ait la maîtrise de ces données et donc décide de développer deux clouds nationaux, donc qu'on appelle cloud souverain. Donc, d'un côté, CloudWatt et de l'autre, Numergy. Et donc, sur les fonds baptismaux de ces deux initiatives, de ces deux entreprises, on a l'État qui abonde les deux projets de 75 millions d'euros chacun. On a des industriels comme Bull par exemple, et puis on a des opérateurs télécoms.
Donc on peut se dire que tout ça sont des gens à la fois sérieux et solides, il y a de l'argent, ça va marcher. Et puis force est de constater que quelques années plus tard, ça n'a pas marché du tout, c'est un désastre total. Donc CloudWatts s'est fait racheter en première partie de l'année par Orange, donc, qui était son opérateur de tutelle, on va dire. Donc ça, c'est le premier épisode. Et puis deuxième épisode dans la deuxième moitié de l'année. Donc là, c'est Numergy qui... bon, évidemment, les deux entreprises ne communiquaient pas leurs chiffres, mais a priori, on estimait en 2014 un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, donc on voit que c'est quand même c'est pas énorme. Donc finalement, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que SFR a racheté la totalité, c'était une des solutions possibles, sachant que donc elle a racheté ses parts à d'un côté la Caisse des dépôts et consignations et de l'autre côté à Bull, qui entre-temps est devenu Atos, et donc a repris 100% de l'activité. Donc voilà, c'est un clap de fin pour ces deux initiatives nationales. Franchement, c'est, comme on le disait au début, c'est deux expériences assez désolantes. Bon, c'est comme ça. Maintenant, savoir ce que les deux entreprises, d'un côté SFR, de l'autre Orange, vont faire des actifs qu'elles ont récupérés, parce que néanmoins, elles ont acheté les parts et il y avait quand même des data centers, il y avait de l'activité existante et potentielle. Elles vont peut-être transformer un peu l'essai d'une autre manière, mais en tout cas, le résultat est là et c'est franchement pitoyable. Alors vision un peu, troisième événement de l'année, vision un peu plus positive, hein, puisqu'on va parler de la montée en puissance des startups françaises, avec des levées de fonds finalement assez importantes pour un certain nombre d'acteurs. Absolument. Donc là effectivement, on était dans le négatif, là on va être dans le très positif. Donc on connaît le phénomène des startups françaises. D'ailleurs, le CES sera début janvier à Las Vegas, comme chaque année. Et comme les années passées, le contingent français est le deuxième contingent le plus important en termes de nombre de startups. Donc c'est un phénomène important. Et donc l'idée qui existe depuis longtemps, c'est que le problème des startups françaises, c'est qu'elles n'arrivent pas à passer un ou deux caps, c'est-à-dire en gros le cap de, je ne sais pas moi, 10 millions d'euros et puis 100 millions d'euros. Elles restent des petites entreprises et elles n'arrivent pas à se développer. Ou après elles se font racheter. Et elles se font racheter. Bon, ce qui est néanmoins la destinée de beaucoup de startups, mais il vaut mieux qu'elles se fassent racheter un peu plus tard, quand elles se sont un peu plus développées. Donc on a Blablacar. Bon, au nom un peu, bon, on passera les commentaires, mais enfin, un peu bizarre. Donc cette entreprise Blablacar, qui est une entreprise de covoiturage, donc c'est pas une activité commerciale. Évidemment, Blablacar, on fait une activité commerciale, mais en gros, elle met en relation des gens qui cherchent des voitures et des gens qui ont des voitures pour faire un trajet en commun. Et donc cette entreprise, Blablacar, a levé 200 millions de dollars cette année, en battant le précédent record qui était tenu par record française, des startups françaises, qui était détenu par Sigfox, donc la société toulousaine, qui est dans le domaine des réseaux bas débit pour l'Internet des objets. Donc Blablacar, 200 millions de dollars, c'est quand même significatif, hein, on peut dire qu'elle joue dans la cour des grands. C'est une entreprise qui connaît un développement assez rapide, qui est maintenant présente dans des dizaines de pays dans le monde, qui a réussi à répliquer son business model, qui indique avoir plus de 20 millions d'utilisateurs, donc ça commence à devenir significatif. Donc c'est vraiment une réussite française. Dernier point, Blablacar, c'est une des 3 licornes françaises, donc les deux autres c'est venteprivée.com et puis Criteo. Donc Criteo, créé un peu plus récemment, mais qui a connu une croissance absolument fulgurante. Ce qu'on peut espérer en 2016, c'est qu'on aura d'autres Blablacar françaises qui peupleront le paysage des startups qui auront connu un développement intéressant. Alors ça, c'était pour le troisième événement. Deuxième événement de l'année, on parle d'anciennes startups pour le coup, hein, puisqu'on parle d'HP, qui se scindent en deux entités différentes et donc qui essayent aussi de se réinventer. D'ailleurs, c'était, il me semble, le slogan d'HP il y a quelques années, HP Reinvent.
Donc la scission d'HP en deux entreprises. Absolument. Donc là, on en a parlé à plusieurs reprises pendant l'année. Au moment où Meg Whitman l'a annoncé, en cours de route, lorsque les différents responsables ont expliqué que tout allait bien et que c'était bien en route. Et puis au moment où ça s'est fait, donc à la fin de l'exercice, c'est-à-dire fin octobre. Donc rappelons, HP s'est divisé en deux entités à peu près égales en termes de chiffre d'affaires. Donc on a d'un côté HP Inc. Qui a l'activité des PC et des imprimantes et des cartouches d'imprimantes, parce qu'il ne faut pas les oublier, dans le chiffre d'affaires c'est très important. Et puis de l'autre, tout le reste, on va dire donc les serveurs, stockage, services, etc. Et donc en fait on a deux entreprises, l'une qui est plus orientée grand public, même si les PC sont également destinés aux entreprises, et puis une activité qui elle est purement B2B. Donc ça fait deux entreprises qui sont à peu près de l'ordre de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui voient maintenant leur destinée séparée. Donc c'est vraiment un grand pari. En tout cas, si on regarde depuis la fin, donc évidemment c'est très récent, ça fait 2 mois. Néanmoins, le cours de l'action des deux entreprises a légèrement baissé. Donc ça veut dire que les investisseurs sont relativement inquiets, pour le dire légèrement. On attendra donc avec intérêt les résultats des premiers trimestres, même si on l'a répété plusieurs fois, hein, il faut sortir un peu de ce court terme, mais en tout cas là, puisqu'on est vraiment, ce sera le premier trimestre avec deux entreprises séparées, on attendra les résultats avec intérêt pour voir un peu quels sont les premiers retours de ce grand pari de Meg Whitman sur cette entreprise qui fêtait ses 79 ans. Donc pas aussi vieille qu'IBM, mais quand même d'un âge certain. Et puis on conclut sur le premier événement, qui était quand même le coup de tonnerre qui est tombé au courant du mois de novembre, hein, le rachat de EMC par Dell. Qui est un peu finalement la stratégie inverse d'HP. Absolument. Alors il y a Small is beautiful, mais là c'est Big is beautiful, very beautiful, parce que donc effectivement Dell a mis au pot 67 milliards de dollars pour racheter EMC. Donc on en avait parlé un petit peu, il y avait des informations qui circulaient, mais en tout cas ça s'est effectivement fait. Donc rappelons, Dell est sorti de la bourse il y a quelques temps, 2-3 ans, pour sortir de ce qu'on appelle la tyrannie des marchés financiers, redevenir indépendante et avoir justement cette possibilité de vision à long terme. Et là, en rachetant EMC, pour le coup, c'est vraiment, on voit à très très long terme, parce que c'est pour le coup un très gros pari. Donc c'était la plus grosse opération de l'année. Mais c'est la plus grosse opération de tous les temps dans notre secteur informatique. 67 milliards de dollars, c'est énorme, puisque c'est supérieur au chiffre d'affaires de Dell, donc on voit à peu près ce que ça représente. Alors évidemment, ça c'est le point de départ. Il y a plein de problèmes qui vont être à régler. D'abord, 67 milliards, c'est beaucoup d'argent, ce qui fait que aujourd'hui, Dell est en train de trouver des acheteurs pour une partie des activités. Donc il y a Perot Systems qui avait été acheté il y a quelques années pour propulser Dell dans le monde des services, qui est à vendre. Donc il y a un certain nombre de sociétés, notamment indiennes, des sociétés de services indiennes qui étaient sur les rangs. Tata était sur les rangs, mais finalement avait indiqué qu'elle n'était plus intéressée. Donc ce qui veut dire en passant que Perot Systems, qui a été racheté il y a quelques années, était restée toujours relativement indépendante et n'avait pas été intégrée dans l'entreprise. Donc ça c'est une première chose. Il y a SecureWorks qui va être mise en bourse. Il y a Sonic Wall et puis Quest Software qui cherchent des repreneurs. Donc il y a déjà des entreprises qui sont sur les rangs. Donc ça veut dire que finalement Dell a quand même beaucoup dépensé, beaucoup mis d'argent et emprunté, va essayer d'en récupérer un petit peu pour essayer de trouver un bon équilibre. Donc ça c'est la première chose. Et puis deuxième problème, et non des moindres, c'est que c'est bien joli de racheter EMC, mais dans la corbeille il n'y a pas seulement l'activité stockage de EMC, mais il y a beaucoup de choses. Il y a RSA, il y a VMware, il y a VCE qui est le partenariat avec Cisco. Donc ça veut dire que et Dell avait elle aussi ses propres activités de stockage, donc il va falloir réorganiser tout ça, sachant que ça va être un gros chantier qui va prendre vraisemblablement plusieurs années.
Donc là, on n'attendra pas les résultats trimestriels parce que d'abord, il n'y en a pas, et puis en plus, ce n'est pas au niveau du trimestre, mais on attendra ça sur les années qui vont venir. Eh bien, merci Guy, on va conclure sur cette opération Dell EMC et on se retrouve la semaine prochaine pour non plus la synthèse, mais les tendances et les prévisions pour l'année 2016. Absolument. Voilà. Merci à toutes et à tous de votre attention. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine.